moi, je n'avais pas l'habitude de voter. Mon désarroi est dû au fait que, pour la première fois de ma vie, j'ai voté en 2018 et j'ai voté Paul Biya. Ah, vous avez voté Paul Biya en 2018? Mais oui, et j'ai eu beaucoup de problèmes avec des amis. Et j'avais fait un post pour dire qu'il y a les votes par raison et les votes de dépit. Je m'étais bouché les narines en votant le RDPC. Et j'ai dit, je vais voter le RDPC par désarroi. Est-ce que j'avais raison? Je ne peux pas dire oui ou non. L'histoire nous juge. Mais j'ai fait un choix. C'était ma première fois de voter. Et donc, je suis en droit de demander des bilans à celui que j'ai élu. Et donc, mon niveau de désarroi est énorme parce que je me suis fait entuber. Non, c'est ça le problème. Je me suis fait tromper. Et donc, je serais resté dans mon calme légendaire du consultant qui bavarde, qui critique, qui ne vote pas. Et c'est très douillet comme situation. Mais je me suis dit, ça ne sert à rien de rester toujours à critiquer. Toi-même, tu ne fais absolument rien. J'ai dit, bon, peut-être qu'un jour, je serai candidat. Que j'aille quand même voir à quoi ressemble un isoloir. Un isoloir, je m'avais voté. Et j'ai dit, j'ai posté, s'il n'y a pas une candidature de l'opposition, je vais voter le RDPC. Mais ce n'était pas un vote de conviction. Et donc, j'ai voté en 2018. Et donc, je peux demander un bilan parce que je me suis engagé en donnant ma voix à quelqu'un. Et quand je fais donc ce bilan aujourd'hui, je dis, je me suis fait entuber. Et quand je regarde l'armée d'incompétents qui accompagne celui que j'ai élu, je suis 2 fois plus déçu. Et qu'il n'y a pas de leçon qu'on tire après une telle bérésina, je suis inquiet. Et donc aujourd'hui, vous me demandez ce que je vais faire en 2018, lors de en 2025, je ne peux pas vous dire. Je ne peux même pas vous dire. Je m'interroge d'abord à savoir si on est même dans une situation collective. Parce qu'on est dans une situation de traumatisme. Avant, il faut d'abord régler ce traumatisme, ça ne s'appelle pas la prière, pas des... Comment on est traumatisé? Pour en ce qui me concerne, je considère qu'il y a une certaine malhonnêteté intellectuelle des journalistes. Peut-être pas votre cas, il y a une malhonnêteté intellectuelle. Il y a même une sorte d'arnaque et une complicité de terreur. Des gens de la corporation pour lesquels j'ai beaucoup de respect, tu sais que j'ai beaucoup d'amis dans le champ du média. Le fait de vouloir nous faire parler aujourd'hui de la candidature du président Biya, sans qu'on puisse s'arrêter un moment sur le bilan de ce que auraient été les 7 ans. Ça me permet de faire le lien avec la question de la nécessité de la candidature ou pas. Et il y a un champ lexical que je voudrais partager avec vous. Dans ce champ lexical de la possibilité ou de la probabilité, vous avez la volonté, vous avez la possibilité, vous avez la nécessité, vous avez l'utilité. C'est autant de mots qu'on peut mettre dans le champ lexical et pour chacun on peut faire une longue dissertation sur soit la volonté de candidature du président Biya, soit la possibilité de candidature du président Biya, soit la probabilité de la candidature du président Biya, soit la nécessité de la candidature du président Biya, soit l'utilité de la candidature du président Biya. Et vous savez que si on fait le débat, les réponses qui vont découler de chacune de ces questions peuvent être totalement différentes. Et donc je pense que parler aujourd'hui de la nécessité de l'utilité de la candidature, sans s'arrêter un moment sur le bilan de ce qu'aurait été ces 7 ans, je pense que c'est malhonnête. Parce que c'est là en réalité, après avoir fait ce petit bilan, peut-être même que la question de savoir s'il doit être candidat ou pas ne se poserait pas. Parce que mon cher Docteur Richard Macon, la question de la candidature, elle est centrale. Maintenant, il y a des questions subsidiaires qui nous permettent, à vous, sur le plateau, vous êtes libre de faire le bilan et de peut-être déboucher sur une conclusion qui est la vôtre. Donc, allez-y, allez-y, allez-y. Je discutais avec un ancien président de la République dans un autre contexte et qui me disait, fiston, le pouvoir, c'est plusieurs choses. Et souvent, dans la compréhension du pouvoir, les gens se limitent à considérer le pouvoir comme une sorte d'habilitation juridique et politique qui donne licence à un individu pour faire quelque chose. Cette licence lui permet donc, en l'occurrence pour les autorités politiques, pour les chefs d'État, d'exercer l'impérium et le dominium sur un espace politique donné. Mais le pouvoir, c'est la capacité de faire et de donner un cours décisif à la trajectoire des choses. Vous vous levez un matin, vous dites que moi, le président de la République, je vais mettre un terme à la pauvreté au Cameroun. Est-ce que vous avez le pouvoir de mettre un terme à la pauvreté au Cameroun? Vous dites, moi, le président de la République, je me donne 7 ans, je vais mettre un terme à la corruption au Cameroun.
Moi, le président de la République, je me donne 7 ans. Je vais résoudre tous les problèmes politiques au Cameroun. Il n'y aura plus des frères anglophones qui vont se faire tirer à la tête à Boya. Il n'y aura plus de terrorisme dans le Nord. Vous dites, moi, le président de la République, je me donne 7 ans. Et la qualité de la gouvernance à l'issue de mon mandat sera exceptionnelle. Est-ce que, au fond, vous avez été au pouvoir pendant les 7 ans? Est-ce que vous avez eu le pouvoir? Est-ce que vous avez eu la possibilité de donner ce coup décisif à la trajectoire des choses pour la transformation de votre société? C'est la question qui se pose. Le même aîné me dit, Richard, au-delà de cette définition, le pouvoir, c'est la capacité à aimer les gens et à être aimé des gens. Premièrement, aimer les gens. Aimer les gens, c'est de se mettre à leur service. C'est un leadership de service. C'est se réveiller le matin et se demander, est-ce que les enfants de la rue que j'ai vus en centaines à l'avenue Kennedy hier, est-ce qu'ils sont encore là? Est-ce que mon ministère des Affaires sociales et mon ministère de la Famille sont en capacité d'implémenter les politiques que moi j'ai édictées pour permettre qu'il n'y ait plus d'enfants de la rue? Est-ce que le jeune enseignant qui est sorti de l'école normale de Yaoundé, qu'on a affecté à Toubouro et qui a déjà fait 8 mois sans avoir le moindre salaire, à qui on demande d'être présent au service le matin, sans avoir de quoi manger, sans être dans la capacité de s'occuper de sa petite famille, est-ce que ce petit garçon qui est à Toubouro, sur qui nous comptons pour éduquer les enfants à Toubouro, est en capacité de pouvoir exercer le métier qui est le sien? C'est de se demander, est-ce que les 445 poubelles qu'on traverse entre l'aéroport international de Yaoundé-Simalène et le marché de Mokolo, est-ce qu'il y a un ministère de la ville? Est-ce qu'il y a un délégué du gouvernement? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent s'assurer que lorsque je passe dans ma voiture vitrée, fumée, que le citoyen qui n'a pas le même confort n'est pas à avoir un parcours de combattant et que mes propres membres du gouvernement n'aient pas à enjamber des poubelles pour entrer dans leur propre bureau. Je passais hier devant, j'ai compté environ 45 poubelles entre le ministère de la fonction publique et le campus de Mboaekele. Bon, nous qui sommes des gens d'en bas qui vivons à côté de campus et tout ça. Quand vous arrivez devant l'école normale supérieure, l'école normale partage le mur avec un ministère de la recherche. Vous avez une poubelle. Vous vous demandez s'il y a eu un tsunami, s'il y a eu une catastrophe. Parce que le tas d'immondices, vous vous interrogez. Vous n'avez pas encore fini de voir ce tas d'immondices, vous arrivez à l'entrée de l'EMIA. Moi, je me souviens parce qu'à l'époque, quand j'étais à la fac, je jouais au basketball. Il y a un petit terrain de basketball à ce niveau qui a été construit par les militaires. Là où nous tous qui avons joué au basketball à Yaoundé, soit à l'école normale, soit à l'ENAM, soit à l'EMION, on a tous joué au basketball là. Le niveau d'ordure que vous avez à ce niveau, vous ne l'avez pas encore achevé. Il y a une délégation départementale en face. Ce que vous voyez à ce niveau, je ne parle pas. Quand vous montez légèrement, vous arrivez au niveau de la gendarmerie. Je ne sais pas comment les gendarmes qui travaillent là font pour entrer dans le bureau chaque matin. Ça, c'est la situation de Yaoundé, c'est la situation du Cameroun. Et donc, c'est la capacité à aimer les gens, à être à leur service, à exercer un leadership de service. C'est de s'interroger matin, midi, soir. Est-ce que le mandat que j'ai pris et les responsabilités que j'ai prises, est-ce que les engagements que j'ai pris vis-à-vis de ce peuple qui pleure, qui souffre, est-ce que je suis à la hauteur de ce que ce peuple attend? Mais c'est aussi la capacité d'être aimé par les gens. C'est la capacité d'être aimé par les gens. Et être aimé par les gens, être aimé, c'est avoir des gens qui adhèrent à votre vision, qui sont prêts à mourir pour vous accompagner, qui sont prêts à se sacrifier parce qu'ils croient au projet que vous leur proposez. C'est ça le pouvoir. Et donc on peut être au pouvoir sans avoir le pouvoir, Ernest. Et donc on s'interroge sur l'utilité d'un nouveau mandat ou d'autre chose. On peut faire le débat si on veut. La situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, jamais dans l'histoire du Cameroun, je lisais un ranking, un classement qui était fait par
institution de recherche américaine qui travaille souvent sur la base des doing business et des classements internationaux, qui faisait savoir que le Cameroun avait l'un des gouvernements les plus incompétents de l'histoire du monde. Wow. Quand vous avez un gouvernement actuel, mais c'est un gouvernement d'une incompétence notoire. Je crois que souvent on a eu des mauvais castings. Celui-là, il est légendaire. Il faut l'inscrire dans le livre record. C'est le gouvernement qui a aggravé l'inflation, qui a aggravé la pauvreté, qui a aggravé la saleté, qui a aggravé les maladies. Tout ce qui est au moment où le président de la République prenait le pouvoir en 2018, son nouveau mandat en 2018, l'État du Cameroun était moins piteux que ce qu'il est aujourd'hui. C'est donc en réalité, puisque le président de la République ne gère pas tous les départements ministériels, il se dote d'un gouvernement qui exécute la politique qu'il a proposée. Et donc, si en réalité, on ne veut pas trouver le président de la République responsable, il faut bien qu'on en trouve un. C'est le gouvernement. Et donc, le gouvernement de la République du Cameroun est l'un des plus incompétents de l'histoire de ce pays. Et c'est le gouvernement qui est resté le plus longtemps. Et c'est ce qui est étrange. C'est-à-dire, on aurait pensé que la stabilité pouvait être un gage de succès. Le fait qu'ils ne soient pas inquiets qu'on va les enlever du jour au lendemain aurait pu leur donner un peu d'audace, un peu de culot pour affronter les problèmes des Camerounais. Mais si vous regardez secteur par secteur, vous prenez les indicateurs, et moi je vous dis, l'exercice je l'ai fait. J'ai pris tous les indicateurs macroéconomiques, le carré des Caldor à 2018. J'ai regardé tous ces indicateurs avec les fluctuations différentes, en intégrant effectivement un certain nombre d'apouris qui peuvent intervenir, qui sont par exemple des crises politiques, qui peuvent avoir une influence sur les propositions ou les volontés ou les projets qu'on a voulu implémenter. J'ai comparé tous les indicateurs, même au niveau de l'éducation. Jusqu'en 2025, je vous dis, sur tous les niveaux, on est au rouge. Le Cameroun est aujourd'hui une destination honnie des investisseurs. Nous, en tant que conseil juridique, lorsqu'un opérateur économique veut investir au Cameroun, nous, on va lui dire par patriotisme qu'il faut venir. Mais je vous dis, tous les classements, vous prenez le Doing Business, vous prenez le COFAS, vous prenez l'ARMI, tous les experts en matière d'investissement déconseillent le Cameroun, c'est une destination risquée. Et donc, dans une telle configuration, quand vous venez poser le problème, est-ce que le président, est-ce que la candidature est utile, la candidature est nécessaire, moi je pense que nous, on n'a pas à répondre à ce type de questions. Vraiment, ce n'est pas mon but. Mais votre raisonnement répond à la question. C'est-à-dire que quand on vous écoute, vous posez... Vous savez, je finirai peut-être par là. En 1940... Vous permettez de prendre la parole. Oui, en 1940, l'Assemblée nationale française, au cœur de la guerre, tellement effrayée par la situation du pays, cherche la solution pour régler les problèmes du pays. Et comme partout d'ailleurs, la première solution dans un pays en crise, c'est la qualité du leadership. C'est le leadership. Partout, lorsqu'un pays est en crise, la première question qu'on se pose, c'est qui? Quel est l'homme qui va nous permettre de sortir de cette situation de crise? Et la majorité de droite dit que la solution, c'est le maréchal Pétain. Il faut aller chercher le maréchal Pétain, héros de la Première Guerre mondiale, qui a joué un rôle magnifique dans la protection de la souveraineté française et qui était donc une grande figure militaire, la seule figure militaire respectée. À ce moment-là, on dit qu'il faut aller chercher le maréchal Pétain. Erreur fatale. Le maréchal Pétain avait 84 ans. Mais il y avait le souvenir de ses victoires. Il avait apporté un soupçon de démocratie qu'il avait promis. Il avait apporté un peu de développement. Mais est-ce que le maréchal Pétain, de 84 ans qu'on allait chercher, manu militaire, pour venir sauver la France, en 1940, avait les moyens pour sauver la France en 1940, malgré tout ce qu'il avait fait, on s'interroge. Mais voici ce que le général de Gaulle va dire dans ses mémoires. La vieillesse est un naufrage. Pour que rien ne fût épargné à la France, la vieillesse du maréchal Pétain allait s'identifier avec le naufrage de la France. Je ne fais pas mien les propos du maréchal Pétain, je les partageais à votre capacité, le général de Gaulle, parlant du maréchal Pétain. Je les partage pour dire que, personnellement, le débat sur l'âge des gens ne m'intéresse pas. Il y a une armée de cons de ma génération qui n'aident pas ce pays, qui sont entrés dans toutes les magouilles plus graves que celles de la génération de nos dévanciers. Et je suis à peu près certain
que le nombre de criminels de ma génération est plus nombreux que les criminels de ceux que nous sommes en train de honir. Le problème n'est pas donc en réalité celui d'une génération. Le problème, c'est d'avoir une armée de gens au service d'un pays qui sont convaincus qu'en réalité, ils se lèvent le matin pour servir un idéal qui est plus grand qu'eux. Et donc la question de l'âge, moi, me pose problème. On peut avoir 100 ans et avoir encore des tripes, de l'envie. D'accord. Le problème est que nous ne voyons pas d'envie. Moi, en tout cas, je n'en vois pas. On a un gouvernement d'une incompétence notoire qui n'a résolu aucun problème. On a des postes qui sont vides. Des gens sont décédés, ils sont allés en retraite. On a l'incapacité de les changer. On a des secteurs d'activité qui sont fondamentaux pour permettre à la machine économique de marcher, parce que ce n'est pas l'État qui crée de la richesse, c'est le secteur économique qui le fait. Mais nos ministres sont seulement en train de créer les nouveaux impôts, élargir l'assiette, tuer les petits contribuables, tuer les entreprises qui sont dans l'incapacité aujourd'hui de produire. Regardez comment le GICAM se plaint tous les jours, les opérateurs économiques, le patronat se plaint, on crée de nouvelles niches alors qu'on sait très bien là où il y a l'argent. Arrêter la corruption, on ne veut pas arrêter la corruption. Les détournements, on n'arrête pas les détournements. Le nombre de voleurs par milliard au mètre carré le plus élevé dans notre pays que dans toutes les autres concentrations qui puissent être imaginées, même hors de l'univers. Dans un tel contexte, on se pose la question de savoir est-ce qu'il y a de la volonté politique pour que ça change. Le débat pour moi, personnellement, n'est pas vraiment celui de l'âge, même s'il peut interroger sur la vitalité de celui qui porte un magistère. Merci beaucoup.